Du coup, tu Et retweets sur c'est parti, ouais, je vais aller tweeter Decrypted. directement sur Decrypted. Messieurs, dames, pour tous ceux qui écouteront la rediff ou l'émission sur les applications de podcast, bonsoir, nous sommes le jeudi 27 mars 2025. Nous avons un invité de marque aujourd'hui parce que nous sommes avec le légendaire, le grotesque Crypto Sapiens pour une émission où on va analyser, il me semble, un peu d'Unchained. Je crois que c'est c'est la spécialité pardon, de notre invité du jour. Comment tu vas toi, Sapiens, aujourd'hui? Eh bien, écoute, ça va encore une fois très très bien. Très content d'être ici encore de retour. À chaque fois, vous êtes un des seuls à me tirer hors de mon lit en cette heure tardive pour chez moi. Donc, si je viens, c'est que j'aime bien généralement. Donc, plutôt Qu'est-ce cool de qu'il vous est, avoir encore une fois qu'est-ce qu'il est ici. gentil d'être avec Parce qu'il est nous. quelle heure chez toi là? Là, il est 23h. Ça va encore. Ah ouais. Après, je t'ai laissé Mais le choix, hein. T'aurais pu me dire 16h, tu vois. ouais, mais C'est toi non, qui as mais en choisi fait, la heure. c'était bien, c'était pas mal. Ça me Ok, va. ça m'a arrangé en vrai. Ouais. Ah, il y Tac, a on va Jay. pouvoir. Spécial dédicace à Jay. Salut Jay, parce qu'en fait, il me laisse à chaque fois d'excellents commentaires sous mes vidéos. Donc, merci, merci à toi, Jay. Take-off aussi. Poids. Ah oui, poids. Toujours là. Tac, on va T'as vu, analyser. Take-off, je me suis coupé les cheveux. Plus de cheveux longs. Chauve, chauve. Mais en même temps, c'est le bear market. Hein. Il y a tout qui part. Même les cheveux, il y a tout Ah qui bah, part. faut vendre les cheveux. On va essayer Tac. on va essayer Bonsoir Ah à ceux non, mais qui c'est... arrivent. À force de tirer les cheveux vers l'arrière, je commence à avoir un gros trou sur le côté gauche. Donc, on va commencer Oh à là! Aïe aïe aïe. Ça appartient en à Turquie. commencer. Ouais. Salut Dofa, salut Take, salut On va, Jay. je vais Installez-vous éviter. confortablement. Comment toi tu vas, Sapiens, un peu dans ce marché, outre le fait qu'il soit tard, comment toi tu te portes un petit peu en ce moment? Est-ce que t'es globalement positif, attentiste, négatif? Comment tu te sens un peu Hmm. dans ce marché? Ça dépend de la time frame, je dirais. Puisqu'en fait, la dernière fois qu'on a fait un live ensemble, je crois que c'était celui de janvier, où on avait pris, je dis on parce que comme ça je me mets pas tout seul, on avait pris le risque de dire que ça allait bien, et finalement ça allait pas bien, faut savoir reconnaître. Mais c'est vrai qu'en fait, Ouais. sur la timeline du moyen long terme, donc du coup plutôt on va dire 2025, je reste extrêmement positif pour ce qui nous attend. Mais que, évidemment, sur le court terme, encore une fois, l'analyse on-chain tente comme elle peut d'essayer d'interpréter les signaux, même si là-dessus, c'est pour ça que l'analyse technique tradie est largement plus belle pour comprendre tout ce qui se passe sur du très court terme. Maintenant, globalement, moi, je me sers vraiment de cette période pour encore plus creuser les indicateurs, encore plus vraiment comprendre voilà, qui tire les ficelles du jeu. Et pour moi, ça reste toujours une correction, type correction de bull market et pas forcément un début de bear market. Mais évidemment, qui suis-je pour vraiment dire ça? Vu qu'on a vu la semaine dernière que même le CEO de CryptoQuant, lui, criait au bear market. Donc c'est pour ça que c'est C'est vrai. Ça, toujours ça rester cannonne le mesuré. tome, hein. C'est quand même Voilà, fort. Hein. Ouais. évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Tom, ne sors pas forcément ta carte bleue. Mais pour l'instant, en fait, on en parlait, enfin vous en parliez en coulisses avant que j'arrive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de signaux qui ressemblent à août 2024 et c'est Ouais. assez affolant. Donc c'est vrai qu'en fait, maintenant, on est plus dans ce constat-là et observateur et à se dire, ok, maintenant, est-ce qu'on aura un catalyseur digne de novembre 2024 avec les élections US qui pourront tout projeter à la hausse? Parce qu'on a ce qu'il faut. C'est comme si voilà, on avait le diesel. Maintenant, est-ce que le moteur est prêt à se rallumer? Il faudra voir ça, mais voilà. Donc c'est Mais plutôt Très beau. intéressant. vraie question. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un catalyseur pour exploser? Bah, Ou pour est-ce que c'est pas exploser, juste... Peut-être pas pour exploser, pour Ça reprendre dépend. une trend haussière. Parce que je pense que par le passé, on n'en a pas toujours eu. hmm, C'est aussi une adoption. Parce que je vois mal ce qui pourrait faire plus de news qu'une réserve, quoi. C'est compliqué de faire mieux que ça. c'est compliqué de faire mieux. Peut-être C'est dans le compliqué de monde. faire mieux. Bon, Ouais. après, Ça dépend. Ouais, ça dépend Parce de qu'en vrai, beaucoup de t'as pas choses. besoin que t'aies des grandes news de fou. Le Non. SP, il a dump, pourquoi? Le SP dump, et de manière générale, les gens ont peur parce que ça crée à la récession, ça crée à la récession. Fondamentalement, t'enlèves la peur de la récession, tu peux te retrouver au même niveau. Je dis pas qu'on va aller sur le SP à plus de 6500 points demain, c'est pas là. Et on en parlera, je ferai une brève analyse technique quand on aura fini avec Sapiens sur l'on-chain, parce qu'on sait que ça se complète plutôt pas mal aussi, donc on verra un peu les corrélations, mais disons que c'est toujours pareil, c'est que généralement le côté de on trouve des news, etc., c'est pour justifier le fait Aussi, ouais.
que ça monte. Comme dit Marco, besoin de liquidité. Et on verra que les liquidités, c'est pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est juste un environnement positif et un environnement Exactement. où les investisseurs ont confiance. Et parce qu'en termes de liquidité, on le voit juste ne serait-ce qu'un tout petit peu maintenant. Il suffit juste qu'on dise bon, bah, les tarifs, ce sera un peu plus petit. En vrai, c'est pas trop la récession. Et vous voyez que tout de suite, on reprend des couleurs. Donc, c'est pour ça que là, actuellement, il nous faut juste des certitudes. Et les incertitudes principales, elles sont où? Elles sont sur les tarifs de Trump. Donc, moment d'attente pour le moment sur les marchés. Et après, on verra après. Chacun aura son avis sur ce qui peut se passer le 2, mais le 2 avril pour ceux qui nous écoutent. Et on verra d'ici là si on a des signaux positifs ou pas. Ouais, exactement. Je Carrément. trouve que tu résumes assez bien la chose. Même au niveau on-chain, on le voit, en fait, il y a beaucoup d'accumulation de stablecoins qui sont disponibles, etc. Et comme tu l'as dit, en fait, on l'avait vu, je sais plus, il y a de ça un mois, en un week-end, il y avait une grosse news qui était sortie et c'est vrai que le prix avait pump assez fort d'un coup. Il y avait beaucoup de liquidités qui s'étaient déversées dans le marché. Comme tu l'as dit, c'est vrai que peut-être pas besoin d'un gros catalyseur, mais en fait, plus un environnement de confiance. Et je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Carrément. Après, du coup, je vais commencer à partager mon écran parce qu'en fait, c'est extrêmement intéressant ce que tu viens de dire. Alors, je crois que je peux à chaque fois sélectionner le graphe. Voilà. En fait, là, quand on regarde ce qui se passe sur Bitcoin, il y a une étude qui a été faite par James Check, qui est un analyste on-chain australien. Donc, c'est mon mentor, j'en parle à chaque fois. Où en fait, si tu veux, rien que pour passer de 100 à 150 000 $, déjà, il faut revenir au 100K, mais je veux dire, le jour où on y est, si tu veux monter de 100 à 150 000 $, il faudrait qu'on ait à peu près un apport de l'ordre de 250 à 300 milliards de capitaux réels qui arrivent sur le marché. Donc, c'est énorme. Wow. C'est pas irréalisable. Il faut savoir que entre, en gros, novembre 2023, où on a vraiment eu ce premier pump au-dessus des 30 000 $ après toute cette longue phase de latéralisation, après le bear market de 2022, on était, comme tu le vois, à peu près aux 400 milliards, en fait, ce qu'on appelle la capitalisation réalisée, donc vraiment tous les capitaux qui arrivent sur le marché. On ne parle pas de market cap. Et du coup, pour remonter, tu vois, par exemple, on va dire, je connais ATH en mars, on avait augmenté de 150 milliards. Il y a eu 150 milliards de capitaux qui sont arrivés sur le marché, donc très très bien. Et en fait, si tu veux, pour atteindre, c'est à peu près 300 milliards qui nous manquent pour aller chercher évidemment les 150 000 $, qui serait quand même un bon. Je pense, on serait tous contents de voir Bitcoin sur ces niveaux-là. Faudrait, tu vois, ça nous a pris 2 ans à peu près. Donc, évidemment, il n'y avait pas encore les institutions. Enfin, il y avait les institutions, mais c'est pareil. Ici, on était dans le flou artistique pendant 8 mois. Donc, forcément, ça n'aide pas à visualiser un peu ce qui s'est passé. Mais globalement, ça nous a pris 2 ans à avoir ces 300 milliards de liquidités. Entre l'élection de Trump et aujourd'hui, tu as vu, on a que, entre guillemets, 200 milliards qui sont arrivés sur le marché. Donc, l'argent, il existe, l'argent, il est là. Mais du coup, voilà, ça pèsera dans le game. Et comme on en a parlé un peu plus tôt, est-ce qu'il faut une news type catalyseur pour que ces milliards arrivent ou pas? Je pense qu'avec l'arrivée des institutions, ça peut aller très très vite. Maintenant, voilà, comme on l'a dit un peu plus tôt, il faut ce besoin de rassurer les gens, en tout cas sur le marché, c'est sûr. Et après ça, j'aimerais bien avoir votre avis dessus parce que forcément, on est dans un cycle où il y a quand même un paramètre qui change beaucoup avec ces institutions. Si 2013, 2017, 2021, c'était beaucoup retail, donc beaucoup particulier, où on attendait que notre boulangère nous parle de Bitcoin, que notre taxi nous parle de Solana ou ce qu'on voulait. Aujourd'hui, en fait, vu qu'on a des institutions qui ont l'envie de venir sur Bitcoin, est-ce que finalement, on aura peut-être moins en fait d'explosion vraiment à la hausse, mais surtout en fait aujourd'hui c'est plus un seul tweet qui va peut-être rassurer tout un marché, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus tout un environnement global macro éco-politique qui justement en fait permettrait à ces grandes institutions, ces grandes entreprises de pouvoir vraiment mettre énormément de liquidités sur le marché. C'est plus du tout le même schéma finalement peut-être qu'auparavant où on attendait juste que Elon Musk dise tweet un Bitcoin to the moon et puis tout le monde s'emballait. Là, on est sur quelque chose de plus sérieux où on est sur un actif qui petit à petit devient de plus en plus tradfi aussi. Sachant que le Bitcoin, de toute façon, va tendre à s'institutionnaliser, c'est très dur à dire. En fait, Bitcoin va de plus en plus ressembler à ce que le S&P 500 fait dans un premier temps, et j'ai de bons espoirs qu'il ressemblera davantage à l'or dans un second temps.
en termes de correction et même de grosse correction, je veux dire, c'est que Bitcoin va rester volatile, mais petit à petit, sa volatilité va tendre à zéro. Et le jour où il sera réellement pris comme il est, c'est-à-dire comme de l'or, il tendra à ce qu'est l'or, c'est-à-dire un truc qui est au mieux flat et au pire se fait un peu défoncer dans les périodes où les stocks vont mieux, grand max. Tu vois. Donc, on va avoir une décorrélation entre les deux, et de toute façon, tu le vois sur les altcoins, c'est que les altcoins se font défoncer parce que le retail, dans la vie quotidienne, se fait défoncer. Je veux dire, le retail, il n'a pas un sou, il n'a pas une thune, il galère. Genre, les altcoins, c'est un reflet parfait de la situation réelle du retail en vrai de vrai. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est comme ça que je le prends, et c'est ce que j'ai relativement développé dans le dernier article que j'ai fait sur X. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. C'est vrai. Non, c'est très pertinent, intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais lu un truc qui était intéressant, mais je l'ai perdu de vue en t'écoutant. Ça me reviendra peut-être, mais très pertinent ce que tu disais. C'était un peu sur le même schéma, mais ouais, c'était ça. Qu'est-ce que je voulais montrer ? En tout cas... Non, je vais pas le retrouver. On va éviter de créer un blanc de 10 minutes. Ce qu'on voulait voir, c'était vraiment que... En fait, pourquoi aussi, on l'a dit au tout début de ce cycle, enfin de cette vidéo, pardon. Je m'en mêle déjà les pinceaux. On a une ressemblance à ce qui se passe ce qui s'est passé lors de l'été-automne 2024. C'est en fait, on parlait d'arrivée de capitaux. Si on regarde vraiment ce qui se passe sur les stablecoins, on est vraiment sur une dynamique qui est bien meilleure que ce qui s'était passé durant le flou artistique de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'arrivées de capitaux quand même qui restent encore sur le marché. Ça va devenir une composante. Je commence à lire pas mal d'articles dessus où ça deviendra une composante quand même primordiale, je crois, pour les US. Que le marché se situe là-bas justement à tokeniser leur dollar au maximum. Donc on va forcément voir arriver beaucoup de stablecoins sur le marché. Donc il va être disponible. Maintenant, ce que l'on voit ici en orange, c'est tous les capitaux réels dont j'ai parlé tout au début du live qui arrivent sur Bitcoin, où on en a besoin de 200 à 300 pour vraiment monter au-dessus des 130, 140, 150 000 dollars. Et on voit qu'en fait, on a le même pattern. Ici, on a eu le catalyseur des ETF qui est arrivé à la mi-janvier. Ça, c'est un peu, on était un peu dans le jus pendant un mois. Et ensuite, on voit qu'il y a eu plus de 80 milliards d'arrivées de capitaux, on va dire, sur une moyenne à 30 jours sur Bitcoin en février-mars. On rebelote après les élections US. Ouais, vas-y. La capital rotation, ça définit les capitaux réels qui sont injectés dans l'actif, du coup dans Bitcoin. Pour ceux qui écouteront en audio, on voit en fait quelque chose comme 80, oui c'est ça, à peu près 80 milliards, je crois. Que ce soit au top d'août en fait et au top de décembre au final. 100 à peu près en décembre. C'est sur une moyenne à 30 jours, mais c'est vraiment pour en fait... les chiffres sont limite peu importants, mais c'est plus pour essayer de reconnaître un pattern. Donc pour ceux qui ne verront pas l'écran, c'est vraiment en fait, si vous voulez, une sorte de longue latéralisation avant un gros pic d'explosion d'arrivée de capitaux. Et en fait, si vous voulez, à partir de mai 2024 et tout le long, on a juste vu ces arrivées de capitaux extrêmement diminuer sur Bitcoin, parce que déjà l'année dernière, on était pareil dans le flou artistique. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait quelques graphiques qui sortaient à droite à gauche en mode regardez, cet indicateur de récession n'avait jamais flashé depuis je ne sais plus quelle année, il est arrivé maintenant. Donc même problématique, on était limite à vraiment avoir zéro arrivée de capitaux. En fait, quand je dis arrivée de capitaux, c'est si par exemple j'achète un Bitcoin à 100 000, je le vends à 110 000, tu as forcément quelqu'un qui est arrivé avec 10 000 dollars sur le marché. Si tu veux, le marché n'a pas 110 000 dollars qui arrivent. Parce que moi, en fait, je les sors, je vends mes bitcoins. Donc, en fait, là, ce qu'on voit ici en orange, c'est exactement ça. C'est en fait les capitaux nouveaux qui arrivent sur le marché. Et ça, c'est extrêmement pertinent. L'achat du top. Exactement. Exactement. Et en fait, quand il y a des sorties de capitaux, comme par exemple, ça s'est passé en 2022-2023, c'est si j'ai acheté mon bitcoin à 20 000 et que je le vends à 15 000, en fait, on a du retrait de valeur sur le marché. Donc là, en fait, c'est exactement ce qu'on veut pas voir. On veut pas voir ce même pattern où ici, on voit que un début de bear market, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au final, à la moindre grosse correction, on a vraiment des investisseurs qui quittent le navire et qui préfèrent vendre massivement en perte plutôt que subir. Et au final, c'était des gens intelligents, parce que je préfère prendre mes pertes ici que ici, évidemment. Qu'aux 34 000, qu'aux 16 000. Je vais essayer d'être plus explicite verbalement. Et ici, en fait, pour l'instant, on voit le même pattern du coup que l'été 2024. On a
peu de capitaux qui arrivent, mais on maintient une dynamique qui est positive. Et c'est là où je vais un peu froisser peut-être Joe, c'est que sur Ethereum, c'est un peu c'est un peu l'inverse. Bah, ça se ressent. Hein. Ça se ressent. Pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est bleu et c'est pas positif. Hein. On est très dans le négatif. Surtout c'est croissant, quoi. Mais on est sur également le même schéma que par exemple l'été 2024, c'est-à-dire que pareil, on est dans un flou artistique au niveau général mondial. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les investisseurs soit reprennent du stablecoin, entre guillemets, vendent leurs actifs, soit justement se focalisent sur BTC. Et en fait, c'est un peu le seul... ah oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, Bitcoin, malgré qu'il y ait les institutions, est toujours vu comme un actif à risque. Oui. C'est pas encore vu comme un actif vraiment le plus safe. C'est pas parce que Trump en parle, c'est pas parce que tout le monde, les micro-stratégies et autres en achètent que tous les investisseurs le voient comme ça y est, c'est un actif safe. On le voit à chaque correction. Il est encore vu comme un actif à risque et du coup on se dérisque largement. On le voit ici, malgré que les prix soient géniaux si on croit à l'actif sur 5-10 ans, tu as quand même très peu d'arrivées de capitaux sur le marché. Alors que Ether, au final, lui, c'est vraiment celui où tu en as parlé tout à l'heure avec les retail, qui était une belle analogie ou métaphore, dans le sens où vraiment tu vois que eux, ils subissent largement tout ce qui se passe sur le marché. Et tu en as beaucoup du coup qui vendent à perte, énormément à perte. J'avais fait le point dans le live que j'avais fait pour l'académie mardi sur Ether. On est sur des niveaux typiques de bear market en termes de sous-évaluation de l'actif, pour vous dire. On est sur... je veux pas forcément le... Tu peux voir par le passé ? Tu peux revenir en arrière ? Ouais, je vais le passer... Attends, c'est sur lequel déjà ? Je crois que c'est sur lui. Je vais vous sélectionner l'actif. Tac. Après, fondamentalement, c'est-à-dire que si tu crois à long terme... Ah oui. Ah oui, bottom easy, quoi. Enfin, bottom easy. En fait, si tu veux atteindre ces zones-là, c'est des donc, en fait, de sous-évaluation, c'est des zones... Évidemment, on peut aller plus bas, mais c'est des zones qu'en fait, on n'avait pas vues depuis janvier 2023. C'est-à-dire que même l'été dernier, on était un peu plus... En fait, si vous voulez, quand je dis sous-évaluation, c'est pas dans la tête des gens, c'est par rapport au prix moyen d'achat, par rapport justement à tous ces investisseurs qui vendent massivement leur Ethereum et qui prennent des profits depuis le 3 février, depuis la correction, je crois, aux 91 000 $. Les investisseurs sur Ether, ils sont voilà. En fait, ça, c'est zone verte sur le MVRV. Le MVRV, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le rapport entre les gains qu'on a dans notre poche ou les pertes qu'on a dans notre poche. Et plus le ratio est élevé ici en bleu, pour ceux qui ne voient pas, plus un ratio du MVRV est élevé, plus en fait on a des investisseurs qui ont beaucoup de gains latents. C'est-à-dire que ils attendent peut-être encore un x2, x3, x avant de vendre. Et donc là, on parle vraiment des profits virtuels que vous n'avez pas. Et là, en fait, on remarque que le MVRV tombe sur une zone qui n'a été atteinte que lors des bear markets de 2018, de 2022. Dans le sens où, du coup, les investisseurs ont tellement plus de pertes latentes que de gains que sur Ether, on est vraiment sur une capitulation des investisseurs. Et du coup, c'est pour compléter ce parallèle-là, il n'y a bien que, pour l'instant, Bitcoin qui est considéré, en tout cas par les investisseurs et peut-être les institutions, comme le seul actif le plus safe. Et du coup, voilà, depuis, on va dire, voilà, depuis le 3 février, en fait, là, on voit sur le SOPR, donc qui est l'inverse, on voit si les gens prennent des gains ou des profits. Le ratio est négatif depuis le 3 février, donc depuis le 3 février, malgré en fait que les investisseurs soient en négatif, ils préfèrent sortir d'Ethereum. Donc en fait, c'est là où on peut employer ce mode de capitulation sur cet actif-là. Puisque, encore une fois, ça fait quand même bientôt 2 mois complets que les investisseurs préfèrent sortir du navire Ether que de rester. Voilà. C'est vraiment pour ce petit parallèle où, en tout cas, si vous croyez toujours en la suite du cycle et sur Ethereum, encore une fois, c'est propre à chacun, je ne vais pas vous dire d'acheter, c'est clairement des prix incroyables sur cet actif si vous y croyez encore, ça c'est sûr, je ne vais pas vous mentir dessus. Donc ça c'est plutôt intéressant de le relever, en tout cas. Mais ça donne, disons que ça, dans le malheur des gens, techniquement c'est un peu comme si tu atteignais genre un premier plancher, quoi. Je dis pas que si par exemple Bitcoin dévissait davantage, Ethereum ira dévisser davantage. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on peut largement aller plus bas si besoin, mais disons que si vous êtes à minima positif sur, je sais pas, quelques mois, l'année en cours, vous êtes sur des prix intéressants, quoi.
Exactement. Et tu vois, juste pour compléter ce parallèle, ce qu'on regarde souvent sur Bitcoin, pour ceux qui, quand on essaye justement de déterminer si par exemple le marché, enfin le cycle, la tendance haussière est un peu en danger, c'est de voir combien d'investisseurs se retrouvent en perte ou encore en gain. Par exemple, sur Bitcoin, ce qu'on veut pas voir, c'est une supply inférieure à 70% qui est encore en gain. Donc par exemple, on saurait qu'il y a moins de 7 bitcoins sur 10 qui sont toujours en positif, et ça nous inquiète parce qu'historiquement parlant, c'est justement dès qu'on dépasse ces 70% que généralement on part en bear market. Je vais vous le montrer sur ce graphe, il est un peu plus parlant pour ceux qui voient du coup. Tac. En fait, comme vous voyez, à chaque fois qu'on atteint ces zones de 75, 60, 80%, c'est des zones typiques de correction classique. C'est pour ça que je vous dis que moi, je m'inquiète pas pour l'instant. Mais par contre, en l'été 2021, on était descendu sous les 70. Et en fait, c'était extrêmement inquiétant parce que regardez ce qui s'est passé en 2018. Ou si vous voulez, il n'y avait pas encore d'officialisation qu'on était en bière parce que justement, on avait pareil une correction un peu du même ordre que l'été 2021. Mais là, on était descendu sous les 60% d'investisseurs en gain, comme en fait ça s'était passé en 2018. Et en fait, là, ça commence à sonner un peu le glace de bon, bah là, là ça pue, ça sert à rien de rester dans le marché. Et donc, si Bitcoin ici, on est à 80%, donc 8 Bitcoins sur 10 sont positifs, sont en gain. Sur Ether, c'est pas du tout le même schéma, puisque eux, en fait, on est à 1 Ether sur 2 qui est en fait en positif. Donc on a vraiment 50% de tout la supply de Bitcoin, de Ether, qui a été accumulé à des prix supérieurs à $2000. Donc en fait, on met énormément de gens sous pression, et ça en plus, bah, ça dure. Et forcément, les investisseurs, ils aiment pas quand ça dure à leur désavantage. Et donc, on a beaucoup de capitulations, de ventes, etc. Donc voilà, ça, c'est des niveaux qui, encore une fois, vous voyez, la dernière fois qu'on les a atteints, c'était en 2022. Donc Ether est dans un cas typique de bear market. Et du coup, les alts aussi également. Ça, on l'a vu. Je pense qu'on l'a tous subi. Quand on voit un injectif ou un render qui a fait un moins 70 depuis décembre, enfin, je pense qu'on l'a bien compris. Est-ce que tu peux montrer... Je vais pas mettre XRP parce que c'est particulier, mais TRX par exemple. Tron. Alors je vais voir s'il l'a. Parce que des fois, en fait, ils mettent leur coin, mais ils l'ont pas. Ah. Eux, tu vois, ils sont à 80%. C'est fou. Hein. Voilà. Plutôt bien. Je pense que le BNB, ils doivent être très haut aussi. Parce que ils ont pas forcément... aussi. Ouais, des fois, c'est bizarre les matchs qu'il fait par contre. Ouais, ça, je pense, c'est. Ou alors, il y a beaucoup d'investisseurs qui détiennent du BNB entre les 500 et les 700. Mais là, tu vois, il y a 95% de leur supply qui est en profit. Doge, ça doit être un peu différent. Ouais, on est à 50. Ouais. Donc, Sol, ça doit être, je pense, dans les mêmes taux, je dirais. On est même descendu à 38%. Il y a beaucoup qui ont acheté le. Et ouais, ça le fruit des mêmes coins. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, ce qu'on n'aime pas au niveau on-chain, c'est, vous savez, c'est en fait en anglais, c'est too many coins buys. Enfin, j'aurais même pu vous le dire. C'est trop de coins qui sont achetés trop haut, et en fait, du coup, c'est too many coins buy too hot. Et en fait, si vous voulez, c'est exactement ça. C'est quand il y a trop de coins qui ont été achetés au top, on le voit à la moindre correction. Par exemple, ce qui se passe sur Bitcoin, ici je reviens sur BTC, c'est une charte qui nous montre pour les détenteurs à court terme. Donc si vous voulez, tous ceux qui ont littéralement acheté du Bitcoin depuis la fin octobre, donc qu'on FOMO, qui ont vécu toute la hausse et qui vivent avec nous encore aujourd'hui toute cette latéralisation correction. Comme vous le voyez, dès qu'on est tombé sous les 80K, on avait 4 millions 7 de Bitcoin sur 5 millions 3 qui étaient détenus par les détenteurs à court terme, donc qui se retrouvaient en perte. C'est-à-dire qu'on avait on avait 85% de leur supply qui était dans le rouge. Et en fait, typiquement, c'est pas ce qu'on veut voir. C'est exactement ce que l'on voit, comme on l'a vu sur les alts. C'est des investisseurs qui ont trop justement FOMO sur ces niveaux-là et qui se sont dit c'est l'alt season qu'on attend, on va y aller potentiellement, et du coup ils se sont fait avoir. Bon, ce qui est bien, c'est que sur Bitcoin on voit que ça diminue petit à petit, parce qu'on a de moins en moins de supply qui est quand même en perte. Maintenant on est à peu près à 70% en perte environ, donc voilà, c'est pas dramatique. Ça diminue aussi pardon, ouais, ça diminue aussi, on en parlait, je sais plus avec qui dans le Discord. C'est parce que tu as aussi ta définition qui évolue, puisque c'est les STH, ils sont sur 6 mois, c'est ça? Ouais, donc plus le temps avance et plus forcément ça se lisse. Ouais, exactement. En fait, forcément. En fait,
au niveau on-chain, ce qu'on veut comprendre, c'est voilà, qui fait quoi. Et donc forcément, on est obligé de déterminer des détenteurs à long terme, donc des investisseurs qu'on considère comme aguerris, expérimentés. Et eux, c'est des investisseurs, pour être plus précis, qui ont conservé leur Bitcoin depuis plus de 155 jours, donc environ 5 mois et demi, donc on arrondit à 6 mois. Et les détenteurs à court terme, donc, c'est des investisseurs qui ont bougé ou acheté leur Bitcoin il y a moins de 6 mois. Sauf que évidemment, quand ils les détiennent, quand ils commencent à les détenir depuis plus de 6 mois, évidemment, ils passent dans la catégorie des détenteurs à long terme. Et ici, pour l'instant, en fait, il y a 6 mois, on était à peu près au 27 octobre. Donc bon, en fait, de leur côté, on n'a toujours pas, tant qu'on touche pas en gros les 68 000 $, on n'aura toujours pas des investisseurs à long terme qui seront impactés. Alors que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en août de l'année dernière, vu que la latéralisation était extrêmement longue, plus de 6 mois justement, on s'était retrouvé dans une zone où il y avait beaucoup de détenteurs court terme qui avaient sûrement acheté le top ici, qui se sont dit bon, c'est pas grave si ça corrige, je vais les détenir pendant un certain temps. Et du coup, il y a beaucoup de détenteurs court terme qui sont arrivés dans la supply des détenteurs long terme et qui forcément, avec un prix qui est passé parfois sous les 50 000 $, eh bien forcément la supply des détenteurs à long terme s'est elle retrouvée impactée et on est tombé à 15% d'entre eux qui étaient en perte. Mais encore une fois, ces 15% qui étaient en perte, c'était ceux qui avaient acheté là. Donc c'est pour ça que c'était pas, je sais pas si on, je pense pas qu'on avait déjà fait des lives à ce moment-là, mais en fait à ce moment-là je m'inquiétais pas trop non plus parce qu'en fait quand on savait qui était en perte, on savait que c'était que ceux qui étaient là. C'était pas ceux qui avaient acheté ici. Forcément ceux qui ont accumulé un an auparavant, ils étaient encore tranquilles. Tu nous avais montré ce genre de graphe où tu avais la répartition des pertes, par rapport à qui avait acheté à quel moment. Et c'était intéressant. Celui-là, je crois. Ouais, c'était ça, exactement. Exact. Et comme vous le voyez en bleu, donc c'est les détenteurs à long terme. Et du coup, donc ça c'est le prix du Bitcoin, il est là au niveau de l'axe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les détenteurs à long terme en bleu ne sont pas impactés par la perte, enfin par le comportement du prix entre guillemets, tant qu'on n'atteint pas les 73 000 $. Donc il y a encore du temps. Alors que justement tous les détenteurs à court terme ici en rose, comme vous le voyez, en fait tous ceux qui sont en rose très pâle, c'est tous ceux qui sont en perte. Ceux qui sont en rose bien foncé, ils sont encore en gain. Mais comme vous le voyez, il y a beaucoup de gens qui ont FOMO sur les 97, 96, 100K, qui eux du coup se retrouvent en perte aujourd'hui. Et même de l'ordre de 20%, c'est pas non plus encore exceptionnel, hein. Mais c'est quand même intéressant de noter que pour l'instant, on a quand même beaucoup d'investisseurs qui sont très tranquilles. Et c'est peut-être pour ça que quand justement en août de l'année dernière ou de septembre de l'année dernière, on est allé les challenger ces mecs-là. C'est pour ça que des fois on se dit, ok, peut-être que sur ce cycle et sur cette période, et je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, il est encore probable d'aller toucher des niveaux qui sont inférieurs aux 70K pour justement mettre peut-être à mal ces investisseurs ici. En vrai, on ne sait pas, ça reste des probabilités qui ne remettent pas en cause pour autant le cycle haussier, mais qui existent. Voilà, je vais vous prendre l'exemple de ce qui se passe ici. Alors attendez, tac, je vais essayer de retrouver mes graphes. Voilà. Ça, c'est un peu le même graphique, mais cette fois en global. Ce que je voulais vous montrer spécialement, c'est-à-dire que là, c'est tout, chaque pic, chaque bande ici, rouge ou verte, correspond au nombre de bitcoins qui ont été acquis sur certains paliers. Ici, par exemple, on voit qu'il y a 91 000 bitcoins qui ont été acquis sur le niveau des 87 400. Voilà, pour vous montrer. Donc, comme vous le voyez, on a une grosse masse. Donc, en gros, 17% de toute la supply de bitcoin qui ont été accumulés à un prix supérieur aux 93 000 $. Donc, eux, déjà, on le sait, ils sont dans le rouge. Ils sont en négatif, ils subissent la pression, etc. Comme on le voit ici, ce qu'on n'aime pas, je sais, au niveau technique et au niveau on-chain, c'est justement ces gros gaps où il n'y a aucune accumulation qui s'est faite. C'est-à-dire qu'ici, c'est une zone complètement vide, c'est du Far West, c'est de l'air, c'est ça, c'est une poche d'air. Et du coup, en fait, le but, généralement, c'est d'aller les combler, ces poches-là. Et regardez, la poche, elle est entre quoi? Elle est globalement entre les 79 000 $ et, j'ai envie de vous dire, les 73K. Parce que finalement, après les élections US, on est monté tellement vite, tellement fort, qu'il n'y a personne qui a vraiment eu le temps d'accumuler sur ces niveaux. Parce que la demande a explosé. Donc du coup, il se peut qu'on aille les toucher. Et du coup, en faisant ça, potentiellement qu'on puisse aller grappiller des petites mèches ici qui sont sous les 70K. Et regardez, la seconde plus grosse zone historique d'accumulation sur Bitcoin se fait justement sur les niveaux où les détenteurs à long terme sont aujourd'hui. Donc c'est-à-dire à peu près entre les 60 et les 68K.
où là vraiment on a une grosse partie de la supply ici. Donc ça se peut qu'on les atteigne. Ça se peut très très fort. Par contre, et c'est là où du coup, bon, on suit un peu ce que je vais vous dire, on suit un peu comment on appelle ça. On va pas dans le sens de la marche, mais c'est intéressant. Vous le savez que j'aime beaucoup regarder parce qu'en fait, c'est aussi une question qui est beaucoup posée. C'est ok, mais à quel moment on commence vraiment à s'inquiéter? Vous savez, à quel moment on panique, limite. Bah, pour ça, comme vous le voyez, on a justement ce coût moyen d'achat de tout ce qu'on a vu les détenteurs à court terme. C'est à peu près aux 93 000 $. Oh diantre, comme par hasard, c'est justement lorsqu'on a cette plus grosse zone d'accumulation. Entre temps, il y a le vide. Et c'est peut-être pour ça où j'en ai parlé dans un de mes tweets, c'est pour ça et dans ma dernière vidéo, pourquoi on bloque sur les 86-88K, c'est parce que les bears, donc les vendeurs qui ont potentiellement la main aujourd'hui, ils voient qu'il y a pareil une autre poche d'air sur ces niveaux-là et que si on passe les 88, on risque très vite d'aller au-dessus des 90 000 $. Par contre, ici, on se retrouve avec cette nouvelle résistance qui, comme vous le voyez ici, déjà par 2 fois début mars, à chaque fois qu'on touche ce support des détenteurs à court terme, pour l'instant, on repart à la baisse. Parce qu'en fait, ils ont perdu confiance dans le marché, donc ils se disent je suis à break-even, en moyenne, hein, donc je me casse. Je prends mes clics et mes claques, je me casse. Donc ça crée une pression vendeuse. Et si jamais du coup on devait aller revenir dans cette zone-là, donc cette plus grosse phase d'accumulation de l'histoire de Bitcoin, donc vraiment entre les 70 et ce qu'on a vu les 60 000 $, est-ce que pour autant ça met à mal le cycle haussier? Alors ça se peut, mais on a un support historique qui s'appelle le True-in Price. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, je crois, avec vous. C'est un peu le coût moyen d'acquisition, cette fois, mais de tous les investisseurs actifs. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre tous ceux qui sont sur le réseau et qui sont actifs depuis, je crois, dans les 2 ans. Et c'est extrêmement intéressant de voir que, historiquement parlant, il nous a toujours servi, en fait, si vous voulez, de support historique en cycle haussier. Hop, je vais aussi prendre 2017. Donc pour ceux qui ne voient pas, en fait, on a cette ligne bleue qui est justement ce True-in Price, qui est aujourd'hui aux 64 000 $, et qui, comme vous le voyez, déjà en août dernier et septembre dernier, on n'était pas loin de le toucher, ça nous a servi de support. L'été 2021, pareil, correction de moins 55%, on pourrait s'attendre à un bear market. Pourtant, on a rebondi dessus, on est reparti à la hausse. Par 2 fois, on a voulu avoir une continuation de cette hausse en début 2022, sauf qu'une fois qu'on l'a vraiment cassé à la baisse, bear market. 2017, 2018, même pattern. À chaque fois, on rebondit dessus. Hop, pareil, par 2-3 fois, on essaie de repartir à la hausse, ça marche pas. Dès qu'on le casse pour de bon, on s'en sert comme d'une résistance. Boum, ça se casse la figure, on part en bear market. Et ces 64 000 $, comme vous le voyez, c'est cette fameuse zone, à peu près ici, donc là, où, comme par hasard, on passe sous les 70% de toute la supply de BTC détenue en profit. Et comme on en a parlé un peu plus tôt, c'est cette zone en fait que l'on veut pas forcément voir, puisque finalement, c'est cette zone qui, à chaque fois qu'on dépasse... mince, c'est pas celui-là. Il est... je vais vous le remontrer. Je l'ai supprimé. Adrien. Non. Ok. L'erreur, le drame. L'erreur de débutant. Le drame. C'est voilà, les 70% en fait d'investisseurs en profit, c'est à chaque fois cette zone-là. Où qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où on est parti en bear market par 2 fois. Donc là, en fait, c'est vraiment cette zone qu'on ne veut pas atteindre. Cette zone qu'on a touchée du doigt justement en septembre dernier, comme on l'a vu, août-septembre dernier, et du coup qu'on ne veut absolument pas dépasser à la baisse. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des convergences partout dans tous les niveaux qu'on regarde au niveau on-chain. Et vraiment, en fait, ça nous aide vraiment à mesurer quand est-ce qu'il y aura trop d'investisseurs en perte, trop d'investisseurs qui voudront partir du marché et avoir peur. Et c'est vraiment ce que l'on veut pas voir aujourd'hui. Donc bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller en tout cas. On est sur des niveaux critiques, si on peut... en tout cas, moi, tu me le présentes comme ça, j'ai un peu l'impression qu'on est sur des niveaux un peu critiques. Et si on commence à aller... toucher des zones un peu plus basses, ça commencera à se sentir relativement mauvais. Bon, après, j'ai envie de dire, on n'est plus à ça près maintenant. Je veux dire, si on est là ce soir tous ensemble, c'est que quelque part, on est à pieds, mains et poings liés à ce marché, donc un peu plus, un peu moins. Au final, carrément, on est capable de l'encaisser. C'est ça, puis comme on l'a vu, finalement, tant qu'on n'atteint pas vraiment les 70K, donc on a quand même aujourd'hui, on se retrouve avec de la marge, on a quand même très peu d'investisseurs à long terme qui, eux, se retrouvent sous pression. Eux, ils sont vraiment chill. Eux, je pense que évidemment, ils prennent toujours des gains. Ils prennent des gains, mais si vous voulez, c'est beaucoup plus relatif.
On le voit ici en bleu. Les gains, par Mm. exemple, qu'ils ont pris tout au long de la montée de décembre, novembre-décembre, on voit très bien que elle diminue au fil du temps et qu'en fait, si vous voulez, les gains sont vraiment reviennent un peu au niveau, pareil, encore une fois, qu'on a vu à l'été 2024. On voit que ça s'épuise et que les investisseurs, voilà, paniquent pas forcément plus que ça. Lorsqu'on s'est craché sous les 80K, ils ont eu une reprise de vouloir reprendre des gains parce qu'ils avaient peut-être peur eux aussi que le marché se casse un peu plus la figure et voulaient prendre un peu plus de gains. Mais globalement, voilà, on n'est pas dans un truc cataclysmique où même eux prennent des pertes. Où c'était arrivé par contre, hop, je vais couper ça. C'était un peu arrivé à l'été octobre, été 2024, mais c'était encore somme toute assez relatif, donc ça va. On n'est pas en fait à ce qui s'est passé pendant le bear market ou même pendant les grosses corrections de 2023 ou même les détenteurs à long terme encaissaient énormément de pertes. Donc en fait, voilà, on a plusieurs signaux qui sont intéressants. Moi, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'était aussi le côté où, en fait, si vous voulez, le marché ne prend plus forcément de gains, mais on est à un point d'équilibre extrêmement intéressant entre gains et pertes. Le néant market. Ouais, non, mais c'est. En fait, si vous voulez, c'est. Comment dire, il y en a plein qui se font encore plein de couilles en or, évidemment. Hein. Quelqu'un qui a acheté un bitcoin à 20 000 $, s'il le vend aujourd'hui, il est riche. Mais à la fois, en fait, il y a un équilibre qui se trouve, comme en 2024. Du coup, en fait, pour ceux qui ne voient pas le graphe, ça, c'est la part des profits réalisés sur le marché. Et évidemment, lors des grosses explosions haussières, il y a eu énormément de profits réalisés, mais que depuis, en fait, on est revenu sur un niveau zéro. C'est-à-dire que le marché, il est juste en train de faire partir ceux qui veulent faire partir, de faire prendre des gains à ceux qui veulent prendre des gains. Et encore une fois, si on devait réexploser à la hausse, ce serait extrêmement positif parce que du coup, on déleste, enfin comment dire, on a plus ce boulet au pied, si vous voulez, qui nous ferait dire que, ah bah mince, si on repart à la hausse, là, ça pue. C'est un peu dommage parce que du coup, on a encore énormément de personnes qui ont beaucoup de gains. Et c'est exactement ce que nous montre le MVRV ici. En fait, on revient sur les mêmes niveaux, encore une fois, que août, septembre 2024. On est allé tellement bas qu'en fait, maintenant, on a assez réinitialisé, reset un peu tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on pouvait surtout. Et que du coup, voilà, le marché, il redevient assez sain. Ça ne veut pas dire qu'on va réexploser à la hausse, on l'a vu au tout début du live. Mais c'est extrêmement intéressant de pouvoir le mesurer en tout cas. Ok. Ultra cool. Est-ce que tu avais encore d'autres secret sauce un peu à nous montrer, Adrien? Bon, moi, il y en a un qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est lui. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, peut-être. C'est de l'opium ou c'est pas de l'opium? Si c'est pas de Ça a l'air d'être de l'opium. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un peu comme tout. C'est en fait, pour chaque vendeur, il y a un acheteur, forcément. Donc là, vu qu'on voit que la demande elle a diminué, on a beaucoup moins de vendeurs, certes. Mais en fait, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est plus il y a des couleurs, on va dire, qui vont vers le rouge foncé, et plus on a des investisseurs très long terme qui vendent beaucoup de Bitcoin. En mars dernier, on l'a vu, il y a eu énormément de ventes de la part de ces investisseurs-là. Et en fait, là, on se retrouve un peu dans la même dynamique, encore une fois, que, je vous la donne en 1000, août-septembre 2024. Et en fait, de leur côté, il n'y a quasiment plus de ventes massives. C'est-à-dire que eux, ça y est, de nouveau, ils ont pris les gains qu'ils devaient prendre. Et maintenant, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme si tout d'un coup, on relâchait la pédale de frein et on pouvait réavancer un petit peu, puisque finalement, on a beaucoup moins de pression vendeuse qui nous empêcherait de re-aller à la hausse. Donc ça, c'est extrêmement bien. En fait, atteindre cette couleur verte, si vous voulez, c'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire qu'on atteint en fait un niveau qui est extrêmement faible en termes de pression vendeuse. Et devinez quoi, c'est aussi ce qui nous est arrivé en août-septembre 2023, avant la première explosion haussière. Donc évidemment, c'est de l'opium. Là, peut-être que ça confirme mes biais. Mais on l'a vu aussi voilà, en 2021. Je ne vous cache pas que ça ne veut pas dire que. En fait, tout va dépendre de la demande. Mais en 2021-2022, on l'a vu aussi. Et cette fois, on n'était pas parti en bear market. Donc ça ne veut pas non plus... C'est plus un signe de rebond temporaire, quoi, au final. Ça veut pas dire... voilà. Enfin, pour moi, c'est plus un signe que si jamais on redevait avoir une bonne demande sur le marché, eux, en fait, ils nous empêcheraient moins d'aller aussi haut qu'on aimerait. Dans le sens où eux, ils ont atteint, en fait, ils ont pris les gains qu'ils devaient prendre sur les niveaux qu'ils devaient prendre. Du coup, aujourd'hui, pour prendre des gains, il va falloir qu'on aille beaucoup plus haut pour vraiment leur remettre la main au portefeuille.
Et voilà. Donc en fait, c'est juste un truc qui peut nous aider à nous dire que si on devait aller plus haut, on aurait une nouvelle marge de progression qui est plus intéressante que si justement ils ne s'étaient pas épuisés à vendre énormément de leur Bitcoin en attendant. Ok. C'est ce qui est plutôt intéressant. Et puis Mhm. globalement, après, je pense que sur le court terme, vous faites très bien le job là-dessus. Moi, juste ce que j'avais relevé, c'était dans ma dernière vidéo, tu sais, c'était le fait que on a beaucoup de confluence sur la zone des 93K. Mm. Et ça, on en avait parlé. Où en fait, Énormément. encore une fois, on a du coup 25% de la supply de toutes les BTC détenues qui ont un coût moyen d'acquisition vers les 93K. Et comme on l'a vu ici, ces derniers temps, quand les investisseurs n'ont pas confiance dans le marché, ils ont cette tendance à plutôt, comme on l'a vu, se délester. Donc en fait, ça va être une très très grosse zone à surveiller. Et sur le court terme, ça va vraiment être ce qui va nous dire de quoi sera fait les semaines suivantes. Puisqu'évidemment, soit, j'ai envie de vous dire, c'est comme d'hab, hein, soit on se recasse la figure et on revient sur des niveaux, sur les niveaux précédents, des 88, 85, 80, soit évidemment on peut aller beaucoup plus haut. Et là, dans ce cas-là, la prochaine zone à atteindre, bah, c'est celle-ci qui est celle des 97, 98K, sur laquelle on avait transigé quand même pendant 3-4 semaines. Donc sur le très court terme, c'est vraiment ce que je vais vous montrer. Sur le très long terme, juste pour clôturer, le coût moyen, le support ultime au niveau on-chain, les 64 000 à peu près dollars qu'on surveille. Et sur sur à la hausse, je pense qu'on en parlera quand ça reviendra. On se refera une petite session pour vraiment voir en fait quand est-ce que ça commencera à surchauffer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, on voit que tous les investisseurs, justement à court terme, comme on le voit ici, profitent de ce petit regain haussier pour en fait, encore une fois, se délester et vous voyez vendre à break-even pour tous ceux qui peuvent déjà à ce moment-là. Donc en fait, il faudra extrêmement voir si le marché veut aller plus haut ou si à l'inverse, il s'en sert pour vraiment repartir en fait dans des conditions où la plupart des investisseurs vendent à perte. Donc voilà, on est un peu le cul entre deux chaises. Mais Grotesque. moi, je vois encore du positif pour la suite, puisqu'il y a beaucoup, comme on l'a vu là pendant ces 40 minutes, on a beaucoup de signaux qui recopient l'été 2024 qui était très très long. Et maintenant, bah, la balle est vraiment dans la macro-éco politique et surtout dans quel est le souhait des investisseurs. Est-ce que si la prochaine grosse news fait réagir ou pas, est-ce que la demande va être encore présente? Ou est-ce qu'elle sera, comme on en a étudié cette possibilité, plutôt des institutions qui achètent petit à petit mais qui se foulent pas à vouloir, à vouloir aller bien vite. Donc voilà. Très très bien. Tac. Bah, écoute, je te remercie pour ce savoir. Si les gens ont des questions, bien sûr, n'hésitez pas. J'en ai vu passer quelques-unes, notamment Darfos, que j'imagine que tu connais bien, qui disait qu'on a même pu voir que les détenteurs à long terme avaient commencé à accumuler un peu de Ah ouais. confiance sur l'analyse. Je sais que Darfos, c'est aussi un petit peu son domaine. Donc on voit en fait qu'on est dans une situation pour tous ceux qui nous écouteraient et tous ceux qui ne voient pas forcément les graphes et même de manière générale pour mieux comprendre. On est dans la zone un peu clé, où en fait on ressemble un peu à la situation qu'on a vécue il y a 8 mois de ça, à peu près 8 mois de ça, en août 2024, pendant cette longue période infinie, etc., où on commence à revoir des signaux encourageants, des zones, justement, tu disais très bien, de fraîcheur, à la contraire de la surchauffe, où on a des investisseurs un peu frileux, etc. Donc, on est dans la même configuration en fait qu'en août 2024. Maintenant, c'est à vous de faire un peu votre part belle et un peu de faire vos propres analyses, à savoir est-ce que vous êtes confiant pour la suite, pas confiant pour la suite. Ça, c'est libre à chacun. J'ai mes takes, Dio aurait ses takes, Sapiens aurait ses takes, etc. Là, c'est purement personnel. Mais en tout cas, factuellement, on est août 2024, pareil. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète, et même en termes graphiques, on en parlera, c'est strictement pareil. Après, voilà, toujours prudence. Je pense que encore une fois, au niveau de l'analyse on-chain, on n'est pas là pour vous donner une direction claire du marché. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est maintenant dire en fait que on vous donne, enfin en tout cas on vous donne. Le but, c'est pas de vous donner à manger dans la main, mais c'est vraiment de pouvoir vous donner les différents scénarios qui existent
Et du coup, c'est à nous tous, en tout cas en tant qu'investisseurs, de nous adapter. Si ça se casse la figure sur des niveaux qu'on a vus, on a un plan. Si ça si ça explose à la hausse sur des niveaux qu'on a vus, on a un plan. Si ça latéralise, on a un plan. C'est vraiment l'objectif de l'analyse on-chain dessus. C'est de jamais être très surpris de ce qui se passe sur le marché finalement, parce que tu connais à peu près tout. Tu connais une partie des tenants et aboutissants, et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie dans ce type d'analyse. Ouais. Et par rapport au cycle, parce que t'as pas montré les charts que tu montrais avant, tu sais, par rapport au cycle, il nous reste pas tant de temps que ça au final. Enfin, on peut pas faire durer la situation trop longtemps. Je sais pas si tu les as, là, tes charts. Yes. C'est intéressant ce que tu dis, parce que évidemment, si tu veux, comme l'a dit Darkfuzz dans les commentaires, comment on appelle ça, pour se maintenir sur ces prix-là, on a forcément des arrivées de capitaux qui arrivent. Et ça, en fait, je sais plus si on avait déjà parlé, ces capitaux-là, finalement, ils sont là, mais pas pour nous faire pump. Ils sont là juste pour nous faire latéraliser, voire pas trop corriger. Donc, en fait, c'est extrêmement dommage, parce que on fait arriver des milliards sur le marché, mais qu'on épuise finalement, et qui vont pas nous aider à pump. Donc oui, il faut pas qu'on latéralise trop longtemps non plus, parce qu'en fait, on va épuiser finalement petit à petit un certain montant d'arrivage de capitaux, qui finalement ne nous servira qu'à latéraliser et peut-être retarder le moment fatidique de la correction. Et ce graphe des performances là où effectivement on est en décalage, on va pas se mentir par rapport à... En fait, on a quand même maintenu le cap sur 807 jours à peu près depuis décembre 2022. Donc c'est quand même assez fou, mais que là, oui, effectivement, on voit en fait, que voilà, on est sur un nouveau type de cycle, et évidemment, chaque cycle a ses spécificités, comme vous le voyez. Pareil, si je coupe le cycle actuel, 2017-2022, c'était suivi pendant à peu près, pareil, 700 jours avant de prendre une direction un peu différente. Et nous, c'est pareil, à bout de 800 jours, ça y est, on prend un chemin qui n'est pas tout à fait le même. On a un marché qui pèse plus lourd, on a des institutions, on a moins de retail qui FOMO sur le prix. Voilà. Donc je pense que c'est... Puis on a la macro qui n'est pas la même, encore une fois. Vous en parlez assez bien mine de rien, on est plus dans un scénario type 2017, avec strictement, politiquement, ça ressemble à 2017. Après, les conséquences ne sont pas les mêmes, mais fondamentalement, c'est similairement la même chose, c'est juste que dans la période actuelle, les conséquences sont un peu plus dramatiques, parce qu'on a moins ce côté... grandiloquent de la macro qui peut nous aider. Quand Trump annonce des tarifs en 2017, etc., guerre commerciale avec la Chine, en 2017, disons qu'on arrive à passer un peu outre, parce que grosso modo, tu as pas mal de liquidités, des taux vachement plus bas et une économie qui fonctionne mieux, et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Donc, c'est des conséquences qui sont plus graves d'un point de vue des assets à risque et même de la situation macro globale, quoi. Après, en fait, si tu veux, si on ressemble beaucoup à 2017, je trouve pas ça déconnant, parce que notre Q1, évidemment qu'il n'est pas aussi explosif que 2021, où c'était pris un plus 103% sur BTC, mais en fait, nous, là, on se mange quoi, un moins 7%. 2017, on a vu un plus 12. Donc on n'était pas non plus dans l'euphorie, dans le FOMO extrême en 2017. Quand on regarde ce qui s'était passé, on a vu un plus 23 en février, un moins 9 en mars. Voilà. Par contre, c'est vrai que avril, mai, enfin en gros jusqu'au mois d'août, par contre là on s'était tapé des performances vraiment incroyables. Alors que j'aime quand tu me parles comme ça. En fait, on remet une pièce dans la machine. Si on ne peut pas maintenant, c'est le mois d'après, les gars. Et vous voyez les 5 cases rouges, 5 cases vertes, c'est-à-dire qu'on a le droit de dire ça jusqu'à la fin du mois d'août. Voilà, tout le monde a fait ça. Bah ouais, mais regarde, ça peut aller vite, parce que si on se tape 2021, alors là c'est vrai que c'est pas le même truc. Et non, mais t'as dit ça ressemble à 2017, donc moi je regarde. Oui, c'est dans la boîte, c'est clippé, c'est dans la boîte. C'est les cases vertes. Tiens, en chaque sur YouTube, gros. Tu vois, elle est là la raison de sortir les cartes bancaires au final. On y vient tout le temps. Je vais reprendre le passage où tu as dit au niveau macro, ça ressemble à 2017. Donc moi je te dis, regarde ce qui ressemble à 2017, c'est pas con. C'est pas con. Par contre, et je tiens à le préciser, c'est vrai que Ether ne ressemble pas du tout à 2017. Hein. On était sur un plus 500%. Ah zut. Mais non, mais après, c'est normal. Sortir aussi, vas-y. Il venait de sortir. À 600% près, on y est quand même. Ça va. C'est vrai. On est pas mal. C'est que ça.
Si c'est Mais que bon, ça. voilà. C'est vrai que, comme le dit Dark Frost aussi, je pense que voilà, tout léger, pas d'opium, assez pour stabiliser un peu le prix. Globalement, on est sur. On a du bon. Moi encore, je vais persister, et puis vous pourrez me lyncher si c'est pas le cas, à dire que c'est une correction vraiment de type bull market. Typique de ce cycle, en fait, j'ai envie de vous dire, où on rebondit pas aussi vite qu'en 2017, ça c'est clair, mais on subit pas autant que 2021 parce qu'il n'y a pas autant non plus d'excitation. Donc voilà, c'est un entre-deux en fait qui est plutôt sain entre guillemets. Encore une fois, on a réinitialisé pas mal de choses. Maintenant, il faut que ça réagisse bien. Après, tu vois, on parlait beaucoup des institutions. Je pense qu'il y a beaucoup de retail à aller chercher aussi. On a une news qu'on a eu cette semaine de Boursorama, tu sais, qui met en place des ETF. Et je pense que ça peut arriver partout dans le monde parce que juste les US vont faire l'exemple. Tout le monde suit ce que fait les US. Et ça arrive avec un peu de délai, mais je pense qu'il y a beaucoup d'argent aussi à aller chercher là-bas, tu vois. Ah, complètement. C'est des gars qui des ont ETP, je crois. Parce qu'en fait, je savais Oui, pas ce que c'était sur les ETP. Boursorama. C'est des ETP sur Bourso. Et c'est vrai que, comme tu dis, ça peut faire un effet boule de neige sur plein de choses. Maintenant, j'avais lu une étude extrêmement intéressante qui disait que 75% des entreprises US, je pense à ses côtés, souhaitaient justement rentrer sur Bitcoin petit à petit. Et surtout, on a même... Attends, c'était quoi le truc ? On avait même, je sais plus la news, mais en gros en macro on avait quelques trucs quand même qui étaient assez sympas, ouais. Enfin, où il y avait quand même pas mal d'entreprises qui disaient vouloir mettre 1, 2, 3, 4, 5% sur Bitcoin. Oui. C'est quand même... C'est énorme. C'est énorme. Surtout JP Morgan par exemple, tu le prenais où il avait mis... à un moment il avait mis 1 milliard pour tester, mais je crois que depuis il a vendu. Et c'était 1 milliard, c'était 0,0001% de toutes ses capitaux. Et d'ailleurs, en fait, je vais juste vous le montrer parce que ça peut aider beaucoup de monde. Il est extrêmement intéressant ce graphique, si tu veux. Je vais vous le partager dans le chat. C'est un truc qui est pour tous ceux qui souhaitent. C'est en fait, on regarde tous les holdings par entity, pas umtiti, attention. Où du coup, en fait, tu vois qui détient. Les défenseurs, mais. Tu vois qui détient quoi en termes de balance, et en fait le pourcentage de la supply de Bitcoin détenu, mais t'en as un où c'est c'est le SEC13 feeling, où en fait c'est une obligation demandée par la SEC, je crois, ou je sais plus quoi, qui en fait nous dit que tous ceux qui détiennent des ETF Bitcoin sont obligés de le reporter. Et en fait tu vois qui détient quoi et le pourcentage de leur portfolio que ça représente. Donc tu vois qu'un Avenir Tech LD, elle c'est 99% de son PF, donc c'est vraiment dédié à ça. Mais t'en vois qui détiennent ici c'est quoi ? C'est du 2 milliards par exemple, mais c'est 2 milliards pour eux, c'est 1,27% de leur PF. Et en fait tu vois des choses assez extraordinaires, je trouve. Et dedans tu avais JP Morgan. Alors je sais pas s'ils sont revenus, je vais voir si je peux le retrouver. Parce que c'était vraiment c'était ceux qui se foutaient de notre gueule depuis longtemps avec Bitcoin, et finalement Morgan là. Ah non, c'est pas Morgan Stanley, ouais. Pardon. Mais ils y sont plus du coup. Je pense qu'ils ont vendu. C'est un peu dommage. Mais du coup en fait on peut trouver des entreprises que des fois on connaît. Donc c'est plutôt intéressant. Tu vois, tu as la Banque d'Amérique. Bon, ils ont mis 25 millions. Ça correspond à 0,0022. Donc tu vois, c'est ouf. Moi sur un shitcoin carrément, c'est pareil. Même allocation. C'est vrai. Tu vois, t'as Goldman Sachs, par exemple. Hop, 1,5 milliard, 0,24 de leur PF. Je trouve ça vraiment intéressant à trouver des fois, à regarder. Et il y a plein d'autres datas qui sont vraiment cool là-dessus. Donc, si vous voulez, je vous le partage. C'est vraiment intéressant. Et puis, encore une fois, c'est juste l'Amérique. Même si le mec, c'est le plus gros. Non, c'est vraiment tous ceux qui détiennent des ETF américains. Américains. Parce que tu vois qu'il y a, par exemple, il y a une société enregistrée à Hong Kong, par exemple. Ah oui. Oui. Il y a une société enregistrée à Saint-Pétersbourg. À Abu Dhabi, ouais. Oui, à Abu Dhabi aussi. Saint-Pétersbourg, il y a un Saint-Pétersbourg US, ça m'étonnerait, non? Bon, c'est pas impossible qu'ils en aient fait péter un là-bas aussi. Hein. Ah, c'est Ark Investment, non, c'est plutôt US ça. Ouais, donc voilà, donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui s'intéressent. Moi j'aime bien les datas, regarder ce qui se passe, donc c'est plutôt cool. Et du coup, ça donne détient quoi. Ça donne un appétit, du vrai institutionnel, quoi. Plus précis que. Alors après, je sais pas s'il y a des trackers de ce genre de trucs, parce que
Là, tu les regardes une fois. Si tu dois t'amuser à les traquer tous les jours, faudrait peut-être demander à un dev. En vrai, il y a peut-être un dev qui peut traquer ça, mais genre, si tu te représentes le vrai imbécile institutionnel parce que les inflows, outflows des ETF, c'est assez limité, quoi. Totalement. Là, tu peux voir par exemple, même, tu vois, tu vois Coinbase, Binance, combien en fait ils ont de Bitcoin sur leur supply, etc. C'est plutôt intéressant. Les BlackRock, hop, pareil. Et ça, c'est le pourcentage de supply de BTC détenu. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Alors, j'ai pas le graphe de. Ouais, on n'a pas le graphe, oui. Excusez-moi. Ah, là, c'est bon. Et du coup, là, tu vois BlackRock, Binance, Coinbase, tu vois MicroStrategy avec Michael Saylor, 506 000 Bitcoin. Hop. C'est 2,55% de la supply, etc. Donc c'est vraiment cool. Tu vois l'US Government, hop, 200 000 BTC, Grayscale. Enfin, en fait, tu vois tout. Tu vois Kraken. Enfin, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, je trouve. T'as MTGOX encore. Le MTGOX hacker, en plus, ils ont mis ces bâtards. Excellent. C'est ouf. Tu vois le UK Government. On n'est pas prêt de voir le FR Government, ça c'est sûr. Si, soon. Bah oui, soon. C'est ça. Ouais. T'inquiète. C'est ça. Écoute, si jamais t'as le lien que je puisse le partager aux gens, tu peux mettre ça dans. C'est celui-ci. Dans le chat privé, parfait. Je vais pouvoir partager ça. Ah yes. Mais en tout cas, ouais, un outil vraiment intéressant. Time Chain Index. Ouais, c'est ce que dit Patate Douce. Toi, t'es content avec tes 0,1 BTC. 100% du wallet en Bitcoin, tout ça pour en avoir 0,1. Ça, c'est mieux que 0, les gars. Continuez dans ce sens-là. 0,1, si ça monte à 500 000, là, c'est pas dégueulasse. Bitcoin ira à 1 million, les enfants. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information après, c'est vous qui voyez. Vous avez du Bitcoin à 87 000 aujourd'hui. Bref. Ouais, ça vaut le coup. Il y avait une question de Mamo auquel on n'a pas répondu il y a longtemps. Est-ce que tu veux y répondre? Pourquoi porter un intérêt à l'analyse on-chain qui analyse le comportement des investisseurs lorsqu'on peut analyser la macro qui va nous donner littéralement ce qu'on veut faire, ce que vont faire les investisseurs? Après, je pense que c'est une très bonne question. Sûrement que sur les catalyseurs macro, tu peux justement espérer voir comprendre ce qui peut se passer dans la tête des investisseurs et comment ils vont agir. Maintenant, en fait, au niveau de la cyclicité, je sais que Tom en a quand même bien parlé dans un de ses posts où même si des fois au niveau macro ça peut bien aller, que tu peux voir la supply de M2 augmenter, etc. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura le même scénario sur Bitcoin et sur les cryptos. Donc c'est vraiment un parallèle, tu vois, c'est comme ceux qui disent pourquoi utiliser l'analyse technique, pourquoi utiliser l'analyse on-chain quand tu peux avoir les mêmes infos ou même des fois plus précises sur le court terme via l'analyse technique. C'est un peu comme tout, en fait, chacun utilise sa manière de comprendre le marché. Moi, par exemple, l'analyse technique, j'ai essayé. Je m'y mets de plus en plus sérieusement, Tom. Je pourrais bientôt interagir avec toi. Mais globalement, ma façon d'investir nécessite que je comprenne qui fait quoi dans le marché. Moi, c'est vraiment un truc où j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Et même si tu arrives sur les mêmes convergences d'hypothèses derrière, de probables scénarios, comme ça peut arriver avec la macro, chacun va l'utiliser comme il le veut. T'en as qui seront full macro, comme tu le dis, Mamo. Il y en a qui vont juste se contenter d'utiliser la macro pour savoir comment investir. Quand t'en as qui voudront aller un peu plus dans le détail, parce que justement, chacun a sa propre compréhension du marché via les outils qu'il maîtrise. Encore une fois, il n'y a pas besoin de maîtriser 50 outils pour savoir ce que fait le marché. Par contre, il faut être à l'aise vraiment avec ceux que toi te servent à investir. Et si ça t'a réussi dans le passé de juste utiliser la macro, continue. Il n'y a pas besoin d'utiliser Analyze on-chain. C'est une sorte de nouvelle couche de compréhension de l'information que moi j'aime beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de bon ou moins bon en tout cas. Non, de toute façon, il n'y a pas de bonne manière de faire sur un marché financier. Vous avez juste une méthode, soit elle marche pas. Il faut juste être capable de comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Toutes les rencontres. Mais surtout, en fait, les deux sont pas antinomiques parce que la macro, c'est très bien, mais en fait, la macro, le problème de la macro avec un grand M, c'est qu'en fait, tu peux dire tout et son contraire en permanence. Genre tout le temps. Genre la récession, ça fait depuis 2022, on dit c'est la récession. Alors oui, c'est tombé en 2022, et en 2023, on a redit pareil. En 2024, on a dit pareil. En 2025, rebelote. C'est juste qu'il y a des moments où c'est vrai, des moments où c'est pas vrai. Il faut réussir à
sortir le vrai du faux et comprendre pourquoi les investisseurs pourraient agir de telle manière, de pourquoi est-ce qu'on peut reparler de récession, pourquoi est-ce qu'on parle de récession, pourquoi est-ce que c'est pas aussi facile que simplement dire cette fois ça marchera pas ou cette fois ça marchera, etc. Et le côté de l'analyse on-chain, personnellement, c'est pour ça que j'adore les émissions avec Sapiens, c'est que ça vient mettre un petit peu l'eau dans le vin de la macro qui peut être dégueu, clairement qui est dégueu. Où on pourrait dire qu'on va à zéro. Très honnêtement, si vous écoutez, si vous regardez genre les actions, n'importe quoi, juste l'environnement macroéconomique, vous êtes en mode, mais on va tellement plus bas, genre on est tellement cook. Alors que l'on-chain, dans cette émission, vous dit que fondamentalement, ça va. On n'est pas plus mal qu'en août 2024. Certes, on n'est pas très bien sur tous les actifs, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais que on reste dans ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et que la macro, ensuite, il faut être capable d'analyser les deux scénarios. Et tu parlais très bien des prix qui sont à surveiller autour des 93 000, 95 000, etc., qui sont pour moi les niveaux clés où on va déterminer si on part en bear market, enfin en tout cas si on retourne dans une correction plus profonde, ou si on peut continuer à avoir un semblant d'énergie dans ce marché. Et j'en parlerai juste après dans l'analyse technique, mais c'est pour ça que les deux sont pas antinomiques et que j'aime bien mêler les deux et comprendre pourquoi. On n'est pas en live, hein. Il n'y a pas d'analyse technique ce soir. Disons que oui. Demain. Non, mais je vais juste montrer pourquoi les zones de Sapiens coïncident avec d'autres analyses techniques. Mais oui, exactement. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs avis et que j'aime bien comprendre pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent et pourquoi est-ce que X personne est positif sur un marché genre à l'heure actuelle, pour quelle raison, sur quel horizon de temps. Là, Sapiens nous parle de l'horizon long terme, au-delà de 6 mois, j'imagine. Enfin, disons que dis-moi si je parle pour toi, mais t'es grosso modo en mode business as usual et ok, faire. C'est un peu ça. Après voilà, c'est encore une fois à prendre avec des pincettes. Hein. Mon analyse n'est pas comment dire, à prendre avec comme vérité absolue. Chacun va déterminer et peut-être voir autre chose sur des indicateurs, parce que moi peut-être que je confirme des biais qui sont pas à confirmer, mais globalement je pense que tu as fait le bon parallèle entre que ce soit macro, on-chain ou même tout type d'analyse. Tu vois, typiquement, c'est vrai que comme tu l'as dit, au niveau macro aussi, il y a ce côté où potentiellement on est cook, on peut aller beaucoup plus bas, mais en fait ce qui peut être aussi intéressant avec l'on-chain, c'est si tu te dis ok, à cause de la macro on est cook, en fait avec l'on-chain tu peux te poser la question, est-ce que les gens l'anticipent déjà, ou est-ce qu'ils sont encore confiants, ou est-ce que y en a qui ils sont à la wall again, ils se disent les couilles la macro et puis j'y vais quand même, et du coup je trouve c'est en fait c'est pour ça que c'est super avec Decrypted, parce que on arrive à avoir tous les pans en fait de tout ce qui peut se passer et ce qui objectivement parlant, et je pense que à part s'il y en a qui y arrivent, mais de avoir toutes les infos de ce technique on-chain, macro, fonda à la fois, c'est impossible de tout étudier. Et c'est pour ça que chacun se spécialise dans un domaine ou autre, et puis après pioche à droite à gauche en fonction des autres, on va dire, spécificités de chacun. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment top, c'est un vrai plus. Ouais. Et si je peux vous montrer un truc que j'ai jamais vu sur le CT, je l'ai posté il y a quelques temps, et je le trouve très intéressant. Ça va totalement avec le sujet justement. Parce qu'il y a quelques mois, on parlait jamais de macro. Et là, ça fait totalement sens de parler de macro. Et cette charte que j'aime bien, c'est chez New Edge, qui compare du coup le prix du Bitcoin en corrélation avec le SP500. Et on voit qu'il y a des moments où ça se décolle totalement. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cet été, quand le SP500 explosait et que nous, on les regardait, on était en mode, mais nous, c'est quand, tu vois. Et c'était là. Et nous. Et on voit en fait que quand on arrive sur des trucs comme ça, c'est des crises. On a eu, là, c'était, j'ai oublié du coup. C'est 2022, bear market. FTX. Ouais, il y avait FTX, voilà. Il y avait FTX, ça du coup c'est les tarifs, et on voit même le Corona. En fait, on voit tout de suite qu'on se corrèle beaucoup plus dès qu'il y a un événement majeur dans le monde. Et c'est des trucs qui vont changer, donc il y aura encore sûrement des moments dans le futur où on sera totalement décorrélé du SP500 et où ça fera beaucoup moins sens de parler de macro. Et c'est plutôt, tu vois, c'est élastique, faut tout le temps bouger, faut tout le temps être flexible. Alors, en ce moment, ça fait vraiment sens de parler macro, mais je pense pas que ce soit définitif non plus. Et je pense qu'il faut toujours rester un peu flexible. De toute façon, le marché, c'est tout le temps flexible. Hein. Il y a des moments où c'est pertinent, il y a des moments où ça ne l'est pas. C'est pour ça que
Il y a des moments où quand il n'y a pas grand chose à dire, bah, je parle juste pas de macro, je parle juste de crypto parce que ça c'est cool, ça c'est sexy, c'est ce que j'aime le plus. C'est clair. La macro, je m'en sers pour me donner un avis sur le marché et essayer d'être en avance par rapport à ce qui peut se passer à horizon. C'est difficile d'aller beaucoup plus loin qu'à horizon plus de 2 mois quoi, avec la macro. On peut essayer de se dire bah, dans 2-3 mois, je pense qu'il peut se passer ci, ça. Et comment est-ce que je me place par rapport à ça? Et c'est ce que j'ai fait depuis avec mon article en février, mon article récent, etc. Enfin, voilà, tout n'est pas antinomique, il faut juste être capable d'être C'est ultra ça. flexible. De toute façon, être un investisseur, c'est être averti, aguerri et passer beaucoup de temps à analyser les trucs. C'est vrai. Bah tu vois, regarde là, j'ai ce graphe si vous voulez, parce que celui-là, il pourrait peut-être vous intéresser pour ceux qui veulent. Après, je pense que avec TradingView, je crois que vous avez des choses qui sont aussi belles que ça, même peut-être plus. Attends, je te le sors. C'est Je t'en celui-là. prie. C'est la performance du Bitcoin sur les 90 derniers jours en fonction comparée au SP500, au Nasdaq et à l'or. Et Ok. du coup, en fait, bon bah, pour un truc tout con, c'est vrai que comment t'en as parlé, Bitcoin là se casse la figure depuis début février parce que justement il y a aussi le SP500 qui s'est mal comporté entre guillemets, et donc bah, Bitcoin étant toujours un asset à risque, lorsqu'il pump, il pump beaucoup plus, mais lorsqu'il crash beaucoup plus aussi. Et là, je trouve que c'est plutôt intéressant de pouvoir le comparer avec ses, entre guillemets, ses références. L'or, lui, bah, il a plutôt bien fonctionné, c'est clair. Mais c'est vrai que tous les autres, tu vois, bah, c'est plutôt intéressant de voir que les autres, ils ont plutôt morflé. Même le Nasdaq. Donc voilà, ça, c'est un graphe que j'aime beaucoup regarder. Pour voir Ça si ressemble à justement, il y a fin une corrélation 2023, ou hein. pas. Non? Un petit peu. Ici. Ouais. Ouais, il y avait eu quoi en fin 2023 qui avait fait cracher les Les actions? banques. Ah Les oui. problèmes de solvabilité. C'était quoi Ah, la banque là de con il y avait le DPEG USDC, genre c'était dans cette Oui. période-là. Là. ok. Je sais plus c'était laquelle, mais il y avait pas mal de banques qui coulaient, ouais, c'est vrai. Vous avez C'était raison. Silverbank À ou ce quelque chose moment-là. comme ça. Je crois. Ouais. Exact. Et c'est vrai que l'été 2024, bon, c'était un peu bof aussi. Puis, comme tu dis, Oui, putain, oui. le S&P 500, il résistait bien et nous, on se tapait des corrections de Hmm. malade mental. Mm. Mais voilà, Hmm. par contre, c'est vrai qu'encore une fois, lorsque le Bitcoin pump, il le fait bien. Donc, c'est plutôt intéressant de le voir aussi. Hmm, On Carrément. se moquait de l'or, justement, durant ces phases-là, mais là, l'or se moque de nous pendant ce Ah temps-là. bah tout de suite, tout de suite, tout de suite Toujours quand on pareil, parle hein. de récession, il y a un actif qui est king, c'est l'or. Est-ce que je peux juste montrer un petit peu graphiquement justement quand Chacun monte ses graphiques, y a pas de souci. Vas-y. tout le monde montre, ses graphiques. C'est trop cool, Allez, je vais trop mignon. partager. Et regardez, moi mes graphiques ils sont mieux que les vôtres. Tac. On va le lire, on va le lire. C'était SVB, voilà. Silicon Valley Bank, pas Silverbank, Ouais. Silicon Valley Bank. Ah Merci. oui. Tac, parfait. Du coup, pour corroborer ce que tu as dit, mon bon vieux Sapiens, pour moi, sur Bitcoin à l'heure actuelle, ce qu'on fait, c'est encourageant. Alors, en fait, c'était déjà le cas quand c'était à 80 000 ici, où j'étais en mode, mais bah, ok, on est peut-être au milieu de nulle part, mais le fait qu'on vienne tenir des moyennes mobiles, etc., c'était plutôt encourageant. Et on voit ici qu'on a du mal à aller chercher des zones qui sont beaucoup plus basses. On parlait justement du trou d'air qui était grosso modo jusque-là, hein, les 73, 69 000 que tu montrais on-chain, qui correspond à la fin du trou d'air qu'on avait Ouais. ici. Tout ce trou d'air-là, il reste le petit bout qu'on n'a pas travaillé en bas. C'est la zone d'intérêt des gens qui disent qu'on doit aller plus bas, parce que ça comblerait en fait la totalité de tout ce trou d'air, en fait, tout simplement. Plus le fait qu'on ait des moyennes mobiles en daily, en weekly en dessous, etc. On Vous voit avez que... tout comblé, justement, l'été dernier ou pas? Ouais. Enfin, ok. ça dépend ce que tu appelles Quasi. combler, mais Bah, disons pareil, qu'il après te tous les reste, gaps, il te restait cette zone-là à ouais. la limite, mais tu avais retravaillé tout ça. Bis repetita, alors. Donc, est-ce qu'on doit tout retravailler? Pas forcément. Pas forcément. C'est comme les gaps CME, etc., que les gens regardent. Il y en a qu'on laisse sur le côté. Il y a des trucs de liquidité que parfois on rechasse pas. Par exemple, ces liquidités-là, tout ça, c'est pas rechassé. Alors peut-être que ça chassera en bear market, je dis pas le contraire. Mais disons qu'une fois qu'on a fait vraiment la chasse ultime, hop, on repart et on ne retouche pas ces zones. Donc potentiellement qu'on fait la même chose là, quoi. Qu'on peut faire quelque chose qui ressemble à comme ça, et puis juste qu'on repart. Moi, la zone, en fait, la confluence de résistance qu'on a au-dessus de la tête, pour moi, va coïncider avec des événements macro qui vont être ultra importants. Et il va falloir déjà qu'on s'affranchisse de la zone où on est là,
avant de célébrer, parce que ici, on a toutes les résistances possibles et inimaginables. Alors, pour le moment, on est situé sur les moyennes mobiles. On a récupéré des moyennes mobiles sur Bitcoin, je parle, en 4 heures dans la zone rouge ici. Pour le moment, ça c'est très encourageant. À court terme, c'est quelque chose qui me laisse moins positif, qu'on essaie de tenir toutes ces zones-là. Zone jaune que vous voyez là, zone rouge que vous voyez précisément ici. Alors désolé pour ceux qui n'ont pas les graphiques, mais qui se situent entre les 87 et les 83 000 $. On a toutes les moyennes qui commencent à venir confluer dans le coin. On a au-dessus de la tête, en plus de ça, notre range qu'on avait quitté entre les 90 000 et les 100 000, pour faire très simple, qui pareil, il va falloir s'en affranchir de nouveau pour sortir la tête de l'eau. Et en plus de ça, au-dessus, c'est pas terminé, messieurs, dames, parce qu'on a un énorme bloqueur qui est situé autour des 95 000, qui était là. Le gros chute violente qu'on a connu entre 95 000 et 79 000 quasiment en ligne droite en 5 jours. Donc là, c'est un énorme bloqueur et qu'on a déjà retesté quand Trump avait annoncé la réserve stratégique. Et en fait, c'était un truc qu'on connaissait déjà, bref, qu'on a retesté encore une fois. Donc toute cette zone entre les 95 000 et les 88 000, ça va être une énorme zone de travail. On est déjà dans une énorme zone de travail. Donc en fait, il y a une confluence de résistance qui est absolument terrifiante. Et il va nous valoir vraiment beaucoup de force et vraiment des catalyseurs vraiment positifs pour sortir de là. Les 95 000, une fois qu'on s'est sorti la tête de l'eau, ça correspond à ce que toi tu disais sur les short-term holders. En fait, on peut bloquer à 93 000 et que les short-term holders nous fassent encore chier et qu'on rebaisse. Est-ce que c'est une baisse durable? Est-ce que c'est une baisse pas durable? C'est pas le sujet. Mais plutôt que toute cette zone-là, c'est que des résistances. La reload zone baissière, elle est dans cette zone-là aussi, les 618 de Fibonacci, il est là, et du moment qu'on n'a pas repris les 95 000 $ en daily, et qu'on s'en sert véritablement en tant que support, la tendance fondamentale de fond, elle reste baissière en daily, donc c'est la même chose du côté du SP500, c'est pour ça que je regarde aussi pas mal le SP500 en ce moment, dans le sens où on a les moyennes mobiles 4 heures et daily qu'on est en train de retravailler comme Bitcoin entre les 5800 points et les 5675 points à peu près. On comble les gaps qu'on a laissés derrière nous. Voilà, ça c'est plutôt intéressant. Aujourd'hui, on a comblé le gap qu'on avait fait le 24 mars parce qu'on a vu des news plutôt positives. Et encore une fois, on ne sera pas sorti d'affaire du moment qu'on n'est pas sorti des 5800 points en fait et qui correspondaient à notre range qu'on avait entre les 5830 à peu près et les 6000 plus points en fait. Du moment qu'on n'a pas repris ça de manière durable pour s'affranchir en tant que support, il y a fondamentalement la trend continue d'être baissière. C'est pour ça que sur Bitcoin, j'ai dit dans mon article sur X que plus on s'approchait des 95 000, plus j'allais décaisser n'importe quel actif, surtout les actifs les plus récents que j'ai pu acheter. Parce que mon analyse macro fait que j'ai très peu confiance dans la fin du mois d'avril et le mois de mai pour que ce soit durable. Mais ça, c'est ce que je pense à l'instant T. Il faudra voir ce que ça donne par la suite. C'est pareil, c'est des datas qui s'analysent, etc. Donc, pour le moment, on est en train de travailler des résistances. Je pense qu'on a peut-être du jus à aller chercher si jamais Trump se calme sur les tarifs et que le 2 avril, on a des news plutôt positives, que c'est des choses qui ne sont pas fondamentalement très graves. Mais du moment qu'on n'aura pas repris activement les 5800 en tant que support sur le SP500 et sur Bitcoin, la zone des 80... Bon, entre 93 et 95, c'est trop compliqué à définir précisément, ça servirait même à rien que je vous fasse ce supplice de dire un prix, c'est même pas le but. En tout cas, à court terme, on est sur des supports intéressants qui, moi, me laissent positif sur le fait qu'on ait encore un peu du jus pour le rebond. À plus long terme, j'ai des doutes. Et ça, c'est purement une analyse macro et ça n'a plus rien à voir avec l'analyse technique. Après, on parlait de catalyseur, mais il n'y avait pas une news qui disait que Trump, plutôt que d'acheter avec l'argent du contribuable, allait vendre peut-être de l'or pour acheter du Bitcoin. Si ça arrive, c'est un catalyseur qui est débile, parce que là, on est sur un x10 entre le BTC et le Gold. Potentiellement, ce serait assez ouf. Ouais. Et c'est pas faux. La question, elle est de savoir, à quelle timeline ça arrive. Parce que même si c'est très bien, genre en fait, on l'a vu, on a tendance à pricer des choses bien avant. Le problème, c'est que si tu as
disons, le Trump annonce ça. Ok, pourquoi pas. On se rend compte que de toute façon, la réserve stratégique de Bitcoin, pour le moment, c'est toujours du vent et on va sûrement pas l'avoir avant peut-être même la fin de l'année. Au mieux d'ici la fin de l'année, et c'est même pas sûr. Donc en fait, des catalyseurs fondamentalement pro-crypto, il y en a peu. Il peut y en avoir, et je dis même pas qu'on doit avoir des catalyseurs pour monter. C'est même pas ce que je dis. Je suis premier partisan à dire que les prix font les news. Donc les prix montent, les news suivent derrière. En tout cas, c'est mon avis. Donc on peut manquer de catalyseurs pour le moment. Les prix peuvent s'apprécier parce qu'en fait, on voit que dans un environnement de liquidité qui est haussier, je veux dire, on a un M2 qui est haussier, on a le gouvernement qui dépense des sous, on est en train de dire que la dette américaine, on va l'élever avant l'été, ce que j'avais déjà expliqué il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, que ce serait nécessaire de toute façon de le faire avant l'été. Donc, disons que l'environnement de liquidité, c'est pas ce qui manque, et que c'est plutôt l'environnement financier, disons la prise de risque des investisseurs qui nous fait un peu défaut pour le moment. Et c'est que je ne suis pas certain qu'une fois qu'on sera à 95 000, résistance des short-term holders, comme le disait Adrien, je ne suis pas certain que ce soit un truc qu'on arrive à casser facilement. Et en tout cas, c'est des choses que je continue de monitorer. Là, c'est mon avis le 27 mars pour ceux qui m'écoutent. Ça peut totalement évoluer en fonction de comment on avance vers le mois d'avril, les catalyseurs qu'on a, comment est-ce que la macro évolue. En tout cas, pour le moment, je suis partisan du rebond. Et la puissance de ce rebond, c'est encore autre chose. Et c'est impossible à définir. En tout cas, voilà les zones de résistance, les zones sur lesquelles je vais faire attention et sur lesquelles ça peut coïncider avec des timelines macroéconomiques qui vont être cruciales. Voilà. Tout à fait. Kiffant. Bon, écoute. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Je pense qu'on peut répondre peut-être à 2-3 questions qui restent. Est-ce que la macro, c'est un livre déjà écrit à l'avance, dont on ne peut lire qu'une page par jour, ou est-ce que les pages sont vraiment écrites au jour le jour? Les pages sont écrites au jour le jour. Quand tu as un Trump qui dans la même journée te dit il n'y a pas de tarif, puis il y a des tarifs, je suis même pas sûr que la page suffise dans une journée. Tu as peut-être plusieurs pages par jour. Parce qu'il faut se rendre compte que actuellement, c'est vraiment l'entre-deux-mondes, mais genre l'entre-deux-mondes violent. Enfin, disons qu'en fait, je vais montrer juste rapidement sur l'SP500. C'est simple. Sur le SP500, il y a 2 scénarios. Et c'est pour ça que la zone des 5800 sur le SP et des 95 000 sur Bitcoin, elle fait sens en termes d'énormes catalyseurs. C'est que, hop, je vais montrer ça. C'est simple. C'est soit, à partir de maintenant, on fait un scénario comme 2022, soit on fait un scénario comme août 2024, qu'on a suffisamment rappelé, où en fait on est juste dans une correction passagère et on s'en va plus haut ensuite parce que la macro va mieux. Si je vous prends les bougies, alors l'outil pour dupliquer les bougies, alors attendez, c'est pas un truc que je fais. À chaque fois je cherche là. Tac, c'est là. Configuration de barre. Quelque chose comme ça. Paf. Soit on est dans le scénario bleu que je vous montre ici. Et alors on n'est pas à la bougie près, je veux dire le scénario ça peut être ce que je vous montre là, où on est en train d'avoir notre correction, on va toucher la reload zone vendeuse dans les résistances que je vous montrais juste avant, autour des 5800 points, on continue de baisser, on fait le yo-yo, mais on fait le yo-yo à la baisse. Et là c'est un changement de structure de tendance. Soit on est dans le scénario de août, dans ce cas, hop, que je vous mets cette fois en rouge. J'aurais dû prendre un peu plus de bougies. Un peu limité ce soir, pardonnez-moi, disons on va prendre jusque là, voilà. Paf, et dans ce cas, on est rentré dans ce scénario rouge où on va avoir un rebond qui sera plus ou moins important, alors qui peut être différent des bougies que je vous montre là, on peut faire ça, mais disons que la tendance continue et on se retrouve dans ce scénario-là. Et sur Bitcoin, c'est strictement la même chose, dans le sens où soit on entre dans quelque chose qui est similaire à ça, hop, qu'on a relativement copié, quoi. Disons que c'est pas les mêmes bougies, évidemment, parce que sinon ce serait trop simple. Scénario bleu, hop, scénario rouge qui est haussier, et ensuite on se sert des supports pour repartir. Voilà. Soit on entre dans un scénario rouge, dans lequel, en fait, grosso modo, la configuration, c'est ça. En fait, on est sur
on est sur un faux pump, on va toucher des premières zones de résistance importantes, et en fait la direction, ça se situe, tac, tac, je vais essayer de prendre un peu plus de bougies quand même, et en fait on part directement, hop, tac, tac, et on part dans le scénario bleu, paf, paf, où le scénario bleu, il est là. Et on viendrait dans les zones... Ça passe, hein. Ouais, bah en vrai... Non, mais disons quand il faudrait l'étendre avec... voilà, on va aller jusqu'à 12 000, voilà. Mais disons que le scénario bleu va plutôt bien pour aller genre jusqu'à la zone de résistance. Mais disons que vous comprenez l'idée, c'est que soit on se sert de cette zone comme d'un support, et dans ce cas-là, on entame un scénario rouge où on est reparti, soit on entame un scénario bleu, on se sert de ces zones en tant que résistance, et on repart en fait, et on clôture un cycle macro et crypto. Et les cycles de 4 ans, vous savez très bien que je n'en suis pas un partisan infédéré. Pour moi, il n'y a que la macro qui compte par rapport à ces cycles de 4 ans. Et c'est pour ça que la zone des 95 000, elle est clé, et que moi, à 95 000, j'ai pas envie d'être exposé. Moi, à 95 000, j'ai envie de partir. Soit on se sert des 95 000 ou des 98 000 en tant que support, et dans ce cas, bah, rebelote, et je prendrai des positions plus court terme, parce que je sais très bien qu'à 100 000, ça sera de nouveau la folie, et que voilà. Soit, à 95 000, je suis dans le scénario rouge, on part en correction plus profonde, peut-être pendant l'été, etc. Et peut-être qu'après, pendant l'été, on peut aller jusqu'à 60 000 pendant l'été, et après l'été, on repart 100 000, 200 000, 500 000, 1 million s'il le faut. Donc, Sûrement. 1 million, vous savez ce que ça fait 1 million l'Armina, quand même. Sûrement. Donc, c'est pour ça que je reste convaincu que ce rebond-là peut être plutôt sympa. Moi, j'ai pris des positions qui sont plus court terme. Pour moi, j'ai fait un reset de portefeuille, donc les positions que j'ai prises récemment, c'est des nouvelles positions. J'annule ce qui s'est passé avant, comme si ça n'existait pas, un peu comme Hyperliquid qui rollback la chaîne. Enfin, bref, vous aurez la ref si vous avez suivi les actualités. Bref, voilà un petit peu pour ce que j'imagine en tête, et c'est pour ça que l'on-chain est intéressant. Ça me montre que les résistances que j'ai en tête peuvent être des résistances cruciales aussi pour ce qui va se passer après, et on verra ce qui se passe d'ici là. Ça se trouve, on n'ira même pas à 95 000, et ça c'est le désespoir. Tout à fait. Ça reste une proba, ouais. C'est clair. Tac, est-ce qu'il nous reste... Sympa à voir. Est-ce qu'il nous reste des questions? Sapiens s'envoie de la pyramide, c'est tout son travail. Non mais attendez, mais Sapiens fait un boulot super, les gars, faut pas croire le contraire. On va avoir des baisses de taux. En fait, c'est pas des baisses de taux vraiment qui vont manquer, c'est plutôt le nombre de baisses de taux et l'environnement. Si tu peux avoir des baisses de taux, mais si l'environnement il est pas propice à la prise de risque, ça ne marche pas. Tac. Tout dépend de la macro et fondit sur ce score. Bref. Bien, messieurs, dames, est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Adrien ou Joe, peut-être? Je pense. Non, du tout. Bien. Non, Bah, écoutez, c'est un bon petit récap. C'était 1h20 d'on-chain mêlé à un peu d'analyse technique. Vous voyez que les deux coïncident, et c'est ça que j'aime beaucoup quand Sapiens vient, c'est que on peut un peu mixer les sons de cloche, comprendre un peu sur dans quel environnement est-ce qu'on évolue maintenant, dans quel environnement on peut évoluer plus tard, qu'est-ce qui peut se passer sur quel niveau de prix. Grosso modo, on est sur des niveaux, pour faire un résumé, des niveaux qui sont cruciaux, puisqu'on se situe dans un environnement similaire à ce qu'on a vécu en août 2024. Et la question, ce sera de savoir, est-ce qu'on va reprendre la même dynamique qu'on a eue après août 2024, c'est-à-dire une forte dynamique haussière, ou est-ce que c'est la fin de la dynamique haussière et qu'on va voir des problèmes, qu'on va avoir des corrections plus importantes se mettre en place. En tout cas, c'est un peu l'impression que j'en ai à la fin de cette émission. Tout à fait. Bien. Sapiens, je te remercie infiniment d'être venu, comme d'habitude. Je vais bien sûr finir avec quand même les réseaux sociaux du chef. Vous avez bien entendu son compte Twitter qui est une mine d'or, et une vraie mine d'or. En plus, l'or, ça vaut très cher en ce moment, donc je vous assure que c'est très important d'avoir une mine d'or près de chez soi. Plein d'informations on-chain et pas que, vu qu'on a aussi une énorme chaîne YouTube où tu fais un peu ces analyses-là. Incroyables. Des miniatures, j'ai vu mon Z
J'ai vu mon gars GHZ dans le chat. On va remédier à ça très très vite du côté du joueur français. Allez bien sûr donner de la force aussi à cette chaîne YouTube qui mérite beaucoup plus d'abonnés parce que je vous assure que le boulot y est conséquent et tu fais un peu ce que tu as fait là de manière plus concise et purement on-chain, des petits récaps de... non, c'est pas j'ai les pubs sur son là, des petits récaps de 10-15 minutes à peu près, c'est ça? Même pas 10-15. J'essaie de faire moins de 10 minutes, justement, d'être le plus bref et vulgarisateur possible. Parce que Grotesque. après, je veux pas emmerder les gens avec 25 minutes de technique pure. J'en ferai. En fait, je veux juste pour l'info, je vais faire un format à chaque fois mensuel pour essayer de voir ce qui s'est passé, ce qui nous attend. Et généralement, après, c'est des petits formats vraiment de 5-10 minutes pour à chaque fois avoir une petite vision du court terme. Et puis, voilà, dans ce style. Bien voilà. Messieurs, dames, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci Sapiens pour ta venue. C'est toujours un pur plaisir de t'avoir avec nous. Et demain soir, nous serons donc en live avec Joe pour le décryptage hebdomadaire. Je vais vous sortir une petite vidéo sur Hyperliquid demain aussi. Donc restez connectés, restez à l'affût. Comme d'habitude sur le Discord, il y a toujours plein de trucs. Les marchés commencent à rebouger rapidement. Donc c'est peut-être le moment de se mettre à l'affût des bonnes choses. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de vos bagues. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao. À bientôt.